Merci à Julien. OK. D'accord, ça c'est nouveau. Roberto, attends peut-être une petite seconde. Pardon. Il est tellement pressé. Pardon. J'aimerais juste rappeler qu'au nom du comité du Cercle des dirigeants d'entreprise fort actifs, nous avons le bonheur ce soir de recevoir à nouveau Roberto de Primis, éminent spécialiste en géopolitique internationale, très sollicité par nos télévisions francophones et qui ce soir va aborder le sujet de ma foi, qui nous interpelle en tout cas beaucoup, encore plus en ce moment qu'avant, cette Chine qui nous fascine, qui nous inquiète. Où en est-on? Avant de couper vos micros pour écouter Roberto de Primis dans sa présentation, je vous demande d'ouvrir les micros pour un chaleureux applaudissement pour Roberto de Primis. Merci. Roberto, c'est à toi. Merci. Je vais partager mon écran. Je vais essayer d'être le plus compréhensible possible parce que c'est quand même un sujet. Voilà, confirmez-moi juste que vous voyez bien en plein écran maintenant les slides. Vous voyez bien, vous m'entendez bien, tout va bien comme ça? Voilà. Vous pouvez juste me confirmer que là, le visuel passe bien là. Ok, super. Parfait. Alors, je vais vous parler un peu de la Chine et de toutes ces stratégies en ce moment, parce que la Chine pose de sérieux problèmes à l'heure actuelle. Madame la Présidente vient de le dire, Edza, on aura vraiment l'occasion dans le question-réponse. Sentez-vous vraiment libre de me poser toutes sortes de questions sur la Chine. Ne nous arrêtons pas uniquement aux stratégies. Effectivement, on en avait réfléchi avec le Cercle des dirigeants d'entreprise pour avoir une conférence un peu différente sur, pas parler toujours de la Chine comme on l'entend tout le temps dans les médias à l'heure actuelle, et d'essayer peut-être de parler de ces stratégies. Et pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que la Chine a une forme de pouvoir et de permanence du pouvoir, notamment avec son parti communiste qui est extrêmement stable, qui peut faire en tout cas des stratégies sur le moyen et sur le long terme, sur des 5, 10 et même des fois sur des 30 ans. On va le voir. Mais je voudrais d'abord revenir sur quelques points pour comprendre la Chine en 2021. Je voudrais surtout vous dire, et ça c'est fondamental, que durant les 20 derniers siècles, 18 de ces 20 derniers siècles, la part de la Chine dans le PIB mondial a été bien supérieure au reste de la société ou du monde occidental, ce qui fait comprendre combien en fait la grandeur de la Chine était bel et bien présente dans une majorité du temps durant les 20 derniers siècles. Et donc c'est pour ça aussi que les Chinois, de plus en plus, dans leur processus actuel de grandeur, veulent revenir en fait à un statut du passé qui était de superpuissance à travers la planète. Il faut aussi comprendre que la Chine est passée d'empire du milieu après les années 80 et pas mal de réformes économiques à ce qu'on pourrait appeler vampire du milieu. Elle a eu besoin, on le verra un peu plus tard, dans la production depuis les années 2000, dans la production de ciment à travers le monde, et bien plus de 50% de cette production était vendue ou produite plutôt pour le marché chinois. Donc ça vous donne une idée de l'expansionnisme et du besoin chinois à l'heure actuelle sur le marché. Mais c'était aussi la première fois qu'un pays avec un tel poids démographique entrait en fait dans le club des pays industrialisés. Donc c'est effectivement quelque chose de puissant, de fort qui est arrivé dans le changement des relations internationales avec l'entrée de la Chine en fait dans le club des superpuissances. Il faut aussi comprendre une chose, c'est que le Royaume-Uni, quand il a atteint son niveau d'empire, il lui a fallu 100 ans en fait dans son urbanisation, dans son industrialisation et dans les investissements massifs qui ont été faits, il lui a fallu 100 ans. Alors que la Chine, il lui a fallu entre 25 et 30 ans pour arriver à avoir non pas un statut d'empire, mais de quasi-superpuissance. Et on le voit de plus en plus, on ne se questionne plus de comment la Chine, où est-ce que la Chine va devenir numéro 1 mondial, mais quand est-ce qu'elle va le devenir, à l'horizon de 10 ans peut-être. Il y a aussi plusieurs Chines, parce qu'il y a des oligarchies, des très riches et des très très pauvres, ce qui peut poser problème à moyen et long terme pour la Chine, mais surtout la Chine qui accélère sa montée de gamme en production. On se souvient quand même dans les années 60 avec le Made in Japan, le Made in Taiwan, le Made in
Vietnam et Thaïlande dans les années 90, et puis le Made in China qui est arrivé en masse à travers la planète et qui, très rapidement, comme je vous le dis, avec le statut d'empire, entre guillemets, la Chine a accéléré sa montée de gamme en production. Et là, à l'heure actuelle, on le verra plus tard dans les slides, le dépôt de brevets au sein d'organisations internationales qui récoltent tous ces brevets annuellement, eh bien, la Chine, maintenant, elle dépose des brevets pour des produits de très, très, très haute valeur ajoutée. Alors, juste un dernier point par rapport à la Chine, se poser la question, le personnage que vous voyez en iconographie sur la droite du slide, c'est Xi Jinping, l'actuel président en fait chinois. Xi est toujours Xi, je l'ai inscrit comme ça parce que en fait jamais depuis Mao un président n'avait été aussi présent et visible dans la société chinoise, dans le parti chinois. Son nom est inscrit dans la charte du Parti communiste, qui est un peu comme la constitution chinoise. C'est d'ailleurs comme Mao. Xi Jinping retrouve son nom dans la charte du Parti communiste. Si vous le critiquez, vous critiquez le parti. Et puis, il y a eu la suppression, sous les mandats de Xi Jinping, de la limitation à 2 mandats successifs en tant que président. Et donc, maintenant, il faudrait voir si Xi ne va pas devenir un peu comme Mao, un président, entre guillemets, éternel. La fin de son mandat actuel arrive en 2023 et très certainement, il se représentera. Donc, peut-être que nous verrons ce personnage à l'horizon 2030 et 2040 encore à la tête de la Chine. Mais c'est aussi pour ça, on va venir maintenant aux fameuses stratégies du gouvernement chinois, de l'État chinois. C'est aussi pour ça que cet État-là est capable, tout au contraire de nos sociétés occidentales ou des États-Unis, de pouvoir faire des plans à 10, 15, 20 ou même 30 ans. Alors, il y a cette fameuse nouvelle route de la soie. Je ne vais pas trop trader dessus. En tous les cas, sachez une chose, c'est que tous ces slides vous seront envoyés sur demande. N'hésitez pas, vous m'en faites la demande via LinkedIn ou via le cercle des dirigeants d'entreprise. Je me ferai un plaisir de les partager avec vous. Alors, juste pour comprendre cette nouvelle route de la soie en quelques mots, c'était un désir de la part des autorités de Beijing de pouvoir rerouter ou réorienter en fait le commerce mondial et de reconnecter l'Asie avec le reste du monde via des nouvelles voies, qu'elles soient terrestres ou maritimes. On voit les deux voies, celle en orangé sur la partie droite de votre slide ou alors la partie maritime, pardon, on le voit sur la partie bleue, les lignes bleues qui partent depuis la Chine vers le port de Trieste en Italie, qui est une porte ouverte en fait sur tout le marché européen. Et en fait, de dizaines de pays ont déjà signé des accords avec Beijing. Les Chinois investissent énormément en construisant des routes, des hôpitaux, des infrastructures pour amplifier en fait le développement économique tout au long de cette nouvelle route de la soie, mais certaines fois, cette stratégie peut poser problème. On l'a vu en 2017 avec le Sri Lanka, les Chinois avaient prêté de l'argent dans le cadre d'un projet de port international. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, je suis en train d'entourer ici le Sri Lanka et sur le port de Hambantota, les Chinois avaient investi, mais les Sri Lankais devaient rembourser à terme. Ils n'ont pas été capables de rembourser. Les Sri Lankais ont donc signé gratuitement un contrat de bail de 99 ans pour ce port-là. Et donc les Chinois maintenant ont une porte ouverte stratégique sur tout l'océan Indien, vu que le pays, donc le Sri Lanka, n'a pas été capable de rembourser sa dette envers les Chinois. Peut-être que certains autres pays, dus à la crise notamment Covid-19, pourraient se retrouver dans une situation similaire. Et puis à ce moment-là, les Chinois commenceraient à avoir des bases avancées, qu'elles soient terrestres ou maritimes, dans certains pays tout au long de cette nouvelle route de la soie. On en rediscutera peut-être tout à l'heure lors des questions-réponses. Une autre stratégie très importante de la Chine, regardez bien la partie droite en fait de ce slide, vous voyez la partie méridionale de la Chine et ici c'est toute la partie de mer de Chine méridionale. Donc comme vous le savez, en droit maritime international, au-delà d'un certain nombre de milles nautiques, on rentre dans des eaux territoriales internationales où en fait aucun pays, aucune nation, que ce soit le Vietnam ici, les Philippines, la Malaisie, aucune nation n'a droit de vue et donc juridiquement parlant, personne ne peut imposer sa loi à part des organisations internationales ou des juridictions internationales. Et on voit en fait que les Chinois ces dernières années ont créé des îles artificielles dans des polders, les îles Paracel ici et les îles Spratly, où ils ont créé, hormis ces îles-là, mais aussi des fois des resorts, donc où certains Chinois peuvent maintenant aller en vacances, c'est tout nouveau, mais surtout des bases militaires, ce qui fait que
tout autour de ces îles-là. On n'est plus en mer internationale au niveau de la territorialité, mais en mer considérée par les Chinois comme de compétences chinoises. Et pourquoi est-ce que ça intéresse les Chinois? Un, pour gérer la mer, pour avoir le contrôle dessus, pour avoir le contrôle de tous les hydrocarbures. Il y a énormément de réserves de gaz et de pétrole maritime dans cette zone-là. Et puis, un peu plus de 20% de la pêche mondiale se déroule là-bas, donc vous pouvez imaginer l'importance, mais aussi aux alentours de 20% du passage des tankers et aussi comment dire ça, du trafic maritime de marchandises passe par cette zone-là. Donc les Chinois désirent avoir un contrôle dans le passage et de par la création de ces îles-là. Ça pose de sérieux problèmes, de grosses tensions, notamment avec Taïwan, et de grosses tensions avec les pays limitrophes, le Vietnam en premier, mais aussi les Américains qui approchent de temps à autre leur flotte d'avions, leur flotte de navires militaires. Il y a une autre stratégie, celle-là très importante, qui a poussé en fait les Américains à se poster de front sous l'administration Trump face à la montée en puissance technologique et digitale des Chinois. Lancé donc en 2015, c'était cette grande stratégie appelée Made in China 2025, où en fait on voulait casser la dépendance de la Chine aux technologies étrangères, notamment surtout les fameuses puces qui sont utilisées, puces et semi-conducteurs qui sont utilisés dans nos PC, dans nos smartphones ou encore dans toute autre télévision ou les fameux IoT, ces objets connectés qu'on utilise de robotique et d'intelligence artificielle. Donc, énormément de secteurs en Chine étaient dépendants de la production internationale. Voici pourquoi les Chinois ont poussé à la production sur leur propre territoire. Ça a fait très peur à l'administration Trump. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup, les débuts de ces tensions économiques étaient surtout technologiques entre ces deux superpuissances sous Donald Trump. Et on l'a vu aussi, beaucoup de problèmes avec Huawei, le fameux producteur technologique et de télécom qui a été banni de certains marchés, notamment des antennes 5G. On aura l'occasion d'en reparler, n'hésitez pas à me poser des questions de ce côté-là. Mais comme vous le voyez, c'est une stratégie sur 10 ans. Donc les Chinois ont été capables d'avoir une vision quand même sur le moyen et sur le long terme, sur les questions technologiques. Donc c'est assez important de garder ça en tête. Je veux revenir sur les questions d'innovation et de brevets. C'est très important parce que quand on repart en 96, on voit que les Chinois n'investissaient que 0,5% de recherche et développement par rapport au PIB. Alors que maintenant, dernier chiffre disponible, c'est ceux de 2007, ils sont à 2,12%. On est dans une moyenne du monde occidental assez bien. Donc, c'est une très bonne moyenne d'investir environ 2% du PIB dans la recherche et développement. Donc, les Chinois sont vraiment arrivés à un niveau très intéressant, mais surtout, la WIPO, donc l'Organisation internationale de la propriété intellectuelle, qui est une agence des Nations Unies, avait reçu en 1999 seulement 276 applications de la part de la Chine pour des brevets, et c'était du Made in China assez bas de classe, alors qu'en 2019, là, c'est quasiment du 200% d'augmentation, du 2000% pardon, d'augmentation, puisque c'est quasiment 60 000 en fait, brevets qui sont déposés, mais dans la 5G, dans la 6G aussi, pour la décennie 2030. C'est Huawei qui dépose déjà des brevets à l'heure actuelle. Et donc, la Chine a surpassé dans le dépôt de brevets, c'est très important ça, les États-Unis. Donc, c'était une des dernières étapes dans les stratégies chinoises pour sa croissance et sa révolution industrielle. Donc, c'est très important le passage autour de 2019 du grand changement de la Chine non plus à produire, et ce n'est pas un jugement de valeur que je fais ici, mais non plus de produire des parapluies et des briquets en masse, mais de produire maintenant des puces, de la technologie, des brevets dans la 5 et la 6G. Alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi la Chine qui se tourne en fait à l'horizon 2060. Et c'est important que je vous parle de ça. C'est une annonce qui a été faite aux Nations Unies en septembre 2020 par Xi Jinping, le président en fait chinois, qui annonçait qu'à l'horizon 2060, le pays aura atteint la neutralité carbone. C'est-à-dire que dans le cadre de toute dépense énergétique de la part de la nation, eh bien, ce sera neutralisé au niveau carbone par une production verte, qu'elle vienne par de l'hydrogène, par de l'éolien ou encore par du solaire. Donc il y a une volonté
de maîtriser par les autorités chinoises la pollution, les effets négatifs aussi sur la santé, parce qu'on l'a vu quand on repart en 2008 lors des Jeux olympiques de Pékin, eh bien, il y avait un nuage de smog et de pollution au-dessus de la ville, ce qui rendait impossible en fait les athlètes internationaux de pouvoir s'entraîner. Et donc pendant les 2 mois ou le mois qui a précédé on repart en 2008, hein, donc il y a 13 ans d'ici. Les 2 mois ou le mois qui a précédé ces Jeux Olympiques, à l'époque, on avait interdit le trafic des voitures qui étaient hautement polluantes à l'époque. Maintenant, elles sont en train de devenir énormément électriques sur le territoire chinois et surtout dans les grandes villes. Mais on voit en fait qu'il y a un effet néfaste de la pollution sur la santé chinoise et des personnes qui sont fortement atteintes de cancer dans certaines grandes villes. Donc, les autorités ont bien compris qu'elles doivent changer leur fusil d'épaule, qu'elles ne veulent plus devenir ou être, pardon, la poubelle du monde. Donc, c'est le premier pollueur mondial quand même. Il y a l'Inde et les États-Unis qui sont là derrière, qui est responsable quand même d'un quart des émissions de gaz à effet de serre, qui s'engage vraiment à atteindre un pic de rejet de CO2 à 2030 et neutralité carbone à 2060. Mais certaines fois, il y a des formes d'incohérence, comme avec la création de centrales de charbon. Il y en a encore beaucoup. Je lisais encore un article récemment, ce n'est pas le seul pays, notamment la Corée du Sud. Elle a encore 25 à 30% de sa production d'électricité qui vient de centrales à charbon. Donc, ça pose quand même certains problèmes éthiques de ce côté-là. Il faut voir comment les Chinois vont réussir à maîtriser leur plan à l'horizon 2030 et à l'horizon 2060. Mais sachez une chose, quand les Chinois promettent et se promettent quelque chose sur la scène internationale, ils vont au bout des choses. Donc, je ne serais pas étonné en tous les cas qu'ils arrivent justement à pouvoir arriver à l'horizon 2030 et 2060 à ces targets-là. Et de plus, ils ont accepté, alors qu'il y a quand même de très fortes tensions entre Pékin et Washington, ils ont accepté de se rendre au sommet à l'invitation de Joe Biden, le nouveau président américain, il y a quelques semaines, le sommet sur le climat. Durant ce climat-là, les Chinois ont accepté de s'y rendre, d'y participer et justement de partager leurs best practices et même aussi des idées sur l'horizon 2030 et 2060, que ce soit avec les Américains, mais que ce soit aussi avec les Européens. Donc, c'est peut-être, nous sommes dans un monde de grandes tensions, qu'elles soient économiques, de la pandémie, de la relance aussi, de savoir si les Chinois sont à la base ou non avec tout ce qui s'est passé à Wuhan dans le cadre de cette pandémie, mais on garde quand même un fil rouge de connexion et de collaboration, c'est bien sur le climat et les changements climatiques, sur l'axe Pékin, Bruxelles et Washington. Voilà donc pour les slides. Je les ai fait un peu plus courts, j'ai été un peu plus bref pour vous laisser beaucoup plus de place cette fois-ci, de la place au débat. Vous n'hésitez vraiment pas à me poser des questions. Et puis même aller beaucoup plus loin que ces stratégies-là, parce que je suis sûr que la Chine, comme je le disais en tout début de conférence, est clivante à l'heure actuelle et encore plus depuis le mois de mars 2020 et des problèmes liés à la santé. Voilà, je m'en remets à l'Assemblée et la parole est à vous, Madame la Présidente. Merci mille fois, Roberto. Merci de nouveau d'applaudir Roberto pour cette tonne d'informations extrêmement passionnantes. Merci vraiment beaucoup, beaucoup, Roberto. Alors évidemment, c'était une présentation un peu neutre. Avant de donner la parole, est-ce qu'il faut s'en réjouir ou est-ce qu'il faut vraiment les craindre? Et dans ce cas-là, quelles possibilités avons-nous dans nos mondes plus occidentaux de pouvoir agir? Faut-il collaborer ou faut-il les combattre? On n'a plus le choix. Là maintenant, vu le poids sur la scène mondiale, qu'elle soit politique, alors il faut repartir sur un point qui est tout simple. Les 4 années de Donald Trump, qu'on les aime, qu'on les aime pas, ont laissé un courant d'air énorme et une place énorme dans les organisations internationales, en premier lieu les Nations Unies, aux Chinois, qui ont nommé énormément de directeurs et ils sont très présents. Donc on n'a pas le choix, il va falloir qu'on collabore. Par contre, là maintenant, je me tourne en fait vers les personnes qui sont dans l'Assemblée et ça va répondre en fait à votre question d'une certaine manière dans le cadre de la crainte. Je l'utilise souvent quand je donne des formations sur la Chine. Quel est selon l'Assemblée un des symboles les plus clairs de la Chine selon vous, que ce soit un instrument, un mets ou encore un édifice quel est selon vous vous pouvez ouvrir vos micros, n'ayez crainte de me dire ce que vous pensez, mais quel est selon vous le symbole premier de la Chine? Même vous, Enza.
Mais moi, je suis assez fascinée, inquiète de tout ce qui se passe, mais fascinée par cette civilisation quand même. Mais j'aimerais donner la parole, s'il Oui, veut bien la prendre, à Gérard Zivi, qui oui. connaît bien la Chine, puisque son épouse est chinoise. Peut-être qu'il est au niveau sensation le premier à nous en donner. Mais Gérard, n'hésitez pas à me répondre à la question, quel est selon vous le symbole de la Chine, le plus marquant, le symbole le plus marquant de la Chine? Puis avant qu'ils répondent, les pâtes, bien sûr, en Aussi, tant qu'italienne. aussi. Gérard, Vous oui, me voilà. prenez un petit peu au dépourvu en ce qui concerne le symbole le plus marquant de la Chine. Je vais, après avoir fini cette petite discussion, je vais en parler à ma femme, puis je reviendrai vers vous. En ce qui On concerne... t'entend pas très bien, Gérard, pardon. Ah, bon, Allez, alors un tout attendez, petit peu je vais plus fort. essayer d'augmenter la puissance de mon micro. Alors, pour ça, il faut aller en audio. Non, mais Voilà. vas-y, parle plus fort. Est-ce que ça va mieux comme ça? Parfait. Parfait. Bon, alors voilà. Alors, donc, je disais, en ce qui concerne le symbole le plus marquant, vous me prenez totalement au dépourvu. Je n'ai pas de réponse comme ça, mais je vais en parler à ma femme si on arrive à avoir quelque chose avant Je la fin. répondrai après. Je répondrai après. En ce qui concerne la stratégie, la stratégie sur le plan, quand on regarde, quand on vit en Chine, quand on est là-bas et quand on voit ce qui s'y passe, elle paraît très sincère, elle paraît très raisonnable. C'est un pays qui a fait une mutation absolument extraordinaire et qui a réussi non seulement un développement économique, mais également un développement social absolument faramineux. À quel prix? On ne le connaît pas tout à fait en détail parce qu'aujourd'hui, dans les campagnes, il y a encore beaucoup de pauvreté. La dernière fois que j'y suis allé, j'ai encore pu voir des gens qui labouraient des champs avec une charrue en bois accrochée derrière un cheval. Et c'est un contraste total avec ce qu'on voit dans les villes. Ceci dit, la Chine aujourd'hui s'occupe essentiellement de la Chine urbaine, de la Chine industrielle et commerciale. Et il y a encore des parties de la population qui sont un peu laissées pour compte, mais on peut supposer que si le mouvement continue, il y aura aussi une mécanisation et que ça viendra, que ça suivra, comme ça a suivi chez nous dans la fin des années 40. Voilà. Alors, donc, la stratégie, elle paraît bonne. Par contre, effectivement, aujourd'hui, l'Occident se braque énormément sur les problèmes sociopolitiques, sur les problèmes de stratégie d'hégémonie du Parti communiste, et en particulier toutes les histoires avec les Ouïghours et ça. C'est très difficile de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai dans ce que racontent les journaux occidentaux, parce qu'il y a suffisamment d'informations pour qu'on voit qu'il y a un problème réel. Dans quelle mesure il est temporaire, dans quelle mesure il est nécessaire au Parti communiste chinois pour assurer la pérennité de sa stratégie, c'est extrêmement difficile de le savoir. Je veux dire, aujourd'hui, personne ne... Bon, il y a des gens qui trouvent à redire quand Israël bombarde les Palestiniens, mais avant toutes ces histoires qui se sont passées en Israël, lorsqu'il y avait des salaires pour les Arabes israéliens qui étaient 30% en dessous de ceux des autres, ou quand il y avait des colonisations, personne ne disait rien. Et aujourd'hui, on se focalise sur les Ouïghours. Dans quelle mesure c'est légitime? C'est certain que c'est un problème social. C'est certain que quand on écoute les gens qui sont revenus de là-bas, soit avoir été dans les camps, soit avoir été enseignés dans les camps, il y a un problème réel. Mais d'un autre côté, quand on écoute les Chinois, on se rend compte de ce qu'ils disent. Bah oui, mais notre stratégie, elle est ce qu'elle est. Et s'il y a des gens qui nous empêchent de le faire parce qu'ils ne s'assimilent pas aux stratégies nationales et ils ne veulent pas se reconnaître comme des Chinois, c'est exactement le même problème que quand nous, on dit en France, par exemple, eh ben il y a des tas de musulmans qui, au bout de 3 générations… Gérard, je vais devoir t'interrompre. L'idée, c'est de donner un peu la parole à tout le monde. Okay. En tout cas, on sent beaucoup de passion chez toi. Roberto, on prend quelqu'un d'autre ou tu veux intervenir?
Juste quelques mots, puis je lance le débat, puis après, il faut vraiment pas avoir peur de poser des questions, parce que la Chine inquiète, ce qui est un peu normal. Lors de mon premier voyage en Chine, c'était en 2008, et je me souviendrai toujours en fait, d'avoir eu un échange avec l'ambassadeur de Belgique à l'époque, et je m'attache souvent aux détails ou aux symboles qui permettent des fois de comprendre avec clarté ce qui se passe dans la Chine. Quand je vous posais la question tout à l'heure de quel est le symbole de la Chine, ou en tout cas un des symboles marquants, c'est la Grande Muraille. Et dans l'histoire même des Chinois, ça dit beaucoup parce que les Chinois, pendant tous ces siècles de grandeur, comme je vous expliquais, 18 siècles sur les 20 derniers, c'était une des plus grandes puissances, extrêmement riche, et pas nécessairement une grande armée, mais ils étaient extrêmement riches comme société, et sur le plan culturel et sur le plan économique, mais ils voulaient se protéger. En fait, la Grande Muraille a été un phénomène de protection. Donc, ce ne sont pas des envahisseurs. Et le retour à l'heure actuelle, cette volonté de revenir sur la scène internationale et de jouer un rôle, c'est une volonté dans l'ADN en fait chinois de retrouver sa grandeur passée, pas d'envahir le monde. Bon, il est clair qu'avec la pandémie, avec tout ce qu'on peut dire, avec les échanges qu'il peut y avoir à propos de la Chine et des fois des informations qui peuvent être assez stressantes, on peut être tracassé. Mais j'ai vraiment envie de vous dire une chose, et je reviens sur un autre point. On repart au fin du XVIIIe siècle. Enza et les autres, c'est vraiment important. À l'époque, les Britanniques, ils avaient peur du Made in Germany, de tout ce qui était fait en Allemagne. Et alors, surtout à Manchester, donc le Manchester de l'époque, c'était le Shenzhen de maintenant. Dans le sud-ouest de la Chine, le Shenzhen, c'est la fabrique à tout de nos smartphones. Enfin, c'est une ville qui est devenue énorme. Et Manchester, à l'époque de la révolution industrielle, ils produisaient énormément, et c'était un peu le même système que Shenzhen en Chine. Et ils avaient peur du Made in Germany, parce qu'ils produisaient énormément de choses à bas prix, surtout au niveau des chemises. Et nous, on a eu peur du Made in China, on a eu peur de certaines choses au niveau technologique. J'ai envie de dire une chose qui est très importante. J'ouvre la porte et puis après, vous me posez des questions si vous voulez. On a peur de la traçabilité, on a peur de comment les Chinois gèrent des fois de manière assez dure leurs citoyens, notamment dans le suivi technologique et digital. Euh, je vais vous répondre très sincèrement, c'est qu'eux, ils le disent avec beaucoup de franchise, alors que les Américains ne le disent pas. Mais si vous saviez combien les Américains vous suivent, vous pistent et ont des informations sur vous, à ce moment-là, vous posez aussi de sérieuses questions. Mais voilà, je m'en remets à la salle, je vois qu'il y a des mains qui sont levées, donc je vous en prie, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Roberto. Euh, Comme ça, un petit peu ami de Lavassani, Julien me rappelle que tu as beaucoup travaillé avec Caterpillar en Chine. Oui, oui, tout à fait. Merci d'être, disons, concis pour Bref. permettre au plus grand nombre d'intervenir. Non, je vais être très bref. D'abord, un grand merci à Roberto pour cette présentation qui cadre bien de quoi il s'agit. Avoir peur de la Chine, moi personnellement, certainement pas. J'ai travaillé avec eux, effectivement, j'étais basé en Chine pendant 3 ans et main dans la main tous les jours. Il y a plusieurs choses. D'abord, le symbole de la Chine, la Grande Muraille, c'est sûr. Mais ce qui m'est venu à l'esprit, Roberto, c'était le yin et le yang. C'est vraiment cette contradiction et cette harmonie qu'il cherche tout le temps avec les autres. La route de la soie, à l'origine, c'était ça. C'était dans le but des échanges. On a beaucoup critiqué la Chine pour copier les autres, faire des copies, etc. Le mot apprendre et le mot copier en Chine, c'est le même mot. C'est intéressant. Hein? Donc, eux, pour apprendre, il n'y a aucun problème d'aller copier les autres. Et les autres peuvent nous copier aussi, et puis on avancera ensemble. C'est dans ce sens-là qu'ils le voient. Et c'est très différent de notre façon de voir. Et juste un autre point, Elsa, c'était en regardant ces 1800 années d'histoire de Chine, où ils étaient la superpuissance mondiale, ils n'ont jamais entamé une guerre. Ce n'est pas un peuple belliqueux. Ils n'ont jamais attaqué. Les guerres qui ont eu lieu avec la Chine, c'était parce que le territoire était attaqué. Donc, ils cherchent vraiment le win-win à chaque fois qu'ils rentrent dans un business, à chaque fois qu'ils essayent de travailler avec les autres. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec eux, j'ai beaucoup apprécié leur façon leur franchise par rapport à ça. Voilà ce que je voulais dire en 2 mots. Merci mille fois, ami de Roberto.
C'est super intéressant parce que bon, travailler avec les Chinois n'est vraiment pas simple parce que c'est une culture totalement différente et il faut pouvoir s'y adapter. Et on reste quand même l'étranger, un peu comme quand on va travailler au Japon. Mais voilà, je crois qu'avec Hamid, on se retrouve totalement. Moi, je n'ai pas la crainte de la Chine. Il faut savoir lui parler et il faut savoir travailler avec. Ce qui fait peur, c'est que ça a été très vite. En 25-30 ans, il y a une croissance énorme. Et puis, c'est un monstre démographique qui arrive. Et donc, chacun de ses choix ou de ses actions a un impact global. Donc, c'est clair que ça peut faire peur par rapport à la montée en puissance qu'a eu le Japon il y a quelques décennies d'ici. Donc, c'est totalement différent. Maintenant, tout ça est rajouté avec ce qui se passe depuis une grosse année, avec un virus. Rappelez-vous aussi la syntaxe, la terminologie utilisée par l'ancien président Trump qui parlait d'un virus chinois. Donc là aussi, ça rajoute quelque chose en plus dans la peur de la Chine. Mais je ne suis moi, je n'ai pas peur de la Chine. Et j'y ai vécu pendant 2-3 mois, mais je sais que c'est quand même très difficile d'y vivre. Donc, Hamid doit être quelqu'un de solide parce que pour vivre en Chine, il faut y aller. Il faut savoir tout manger, oui, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Bérangère, avec quelques remarques et questions. C'est vrai que... Voilà. Voilà. Bon, c'est vrai que, mais c'était très intéressant d'entendre Hamid, surtout sur les copiages, étant donné que j'étais dans tout ce qui était architecture d'intérieur et décoration. Et c'est vrai que chaque fois qu'on est au salon, ben, voilà, on voyait les Chinois qui venaient par quart avec leur appareil photo, essayer de prendre des photos sur le design européen. Et tout. Et c'est vrai que ça a une certaine réputation, sans compter voilà, les imitations et tout. Et surtout, moi, j'ai la remarque, je suis très étonnée qu'ils veulent donc en effet être non polluants, mais à la fois actuellement, tous les produits sont souvent faits de plastique sans normes, ils n'ont pas les mêmes normes que le reste du monde. Donc de ce côté-là, est-ce que ça a évolué? Je ne sais pas si vous avez souvent les produits, des gadgets et même voilà, qui sont faits en plastique, ça sent le pétrole, etc. C'est souvent... voilà, même au niveau des normes de qualité, des vérifications, etc., dans les productions, il y a beaucoup de SAV quand on importe des choses de la Chine, etc. Donc ça, c'est toutes des questions que je me pose. Et puis la deuxième remarque que j'ai, en tout cas de ce que j'ai entendu et ce qui m'intéresserait d'avoir un avis dessus, c'est que j'entends que les Chinois s'éparpillent dans le monde entier en achetant énormément de sociétés internationales et d'immobilier. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir un avis là-dessus, où voilà, souvent les entreprises de renom passent aux mains des Chinois. Voilà, comment est-ce que vous voyez l'avenir de ce côté-là? Merci beaucoup, Bérangère. Roberto? Alors, pour la propriété intellectuelle, ça c'est le gros. Merci, Bérangère, pour la question. Je vais essayer d'y répondre de manière assez synthétique, Madame la Présidente, je sais. Je dois être bref. Donc, pour la première partie, la propriété intellectuelle, quand on se souvient comment Apple a dû donner une partie des secrets de fabrication de l'iPhone pour pouvoir avoir accès au marché, on sait que ça pose de sérieux problèmes. Voici aussi pourquoi les Européens ont négocié pendant de très longues années avec les Chinois pour enfin signer au mois de décembre 2020 un accord de partenariat sur les investissements pour être sûr et certain qu'on n'ait plus l'obligation de tout donner comme information sur la propriété intellectuelle et de pouvoir protéger aussi son savoir-faire et ses brevets pour avoir accès au marché chinois. C'est une première dans le cadre d'un accord bilatéral. Il faut voir aussi si cet accord-là entrera en fonction. Je ne suis pas convaincu parce que le Parlement européen doit le voter et on est loin d'avoir un consensus au Parlement européen. Néanmoins, ça reste toujours un problème d'actualité, l'obligation de devoir révéler un certain nombre de secrets de fabrication et de brevets pour avoir accès au marché, donc le fameux IP, propriété intellectuelle, ça reste un problème encore actuel. La deuxième question sur le rachat par les entreprises, ce n'est pas nouveau. Les Chinois achètent
achètent depuis une éternité. Ils ont acheté de la dette américaine à n'en pas finir déjà avec la crise financière économique qui avait eu lieu autour de 2007, 2008, 2009 sur le sol américain. Donc, vous pensez bien que depuis lors, ils n'ont pas arrêté. Par contre, la seule chose qui a profondément changé depuis 12 à 24 mois, c'est l'attitude d'un certain nombre de pays sur l'input américain, c'est de ne plus accepter tout rachat, de pouvoir quand même regarder si telle ou telle entreprise rachetée, même si elle est en difficulté, ne représente pas un atout pour la sécurité nationale, donc des ports d'entrée, des aéroports, des sociétés dans le cadre de la cybersécurité ou même dans la fabrication de puces ou autres. Certains rachats de la part d'intérêts chinois ont été bloqués par des autorités nationales ou européennes, en France, en Belgique ou autre part. C'était déjà le cas par le passé aux États-Unis, parce que ça pouvait mettre à mal l'intérêt, la sécurité nationale. Merci beaucoup, Roberto. Alors, par rapport un petit peu à une suite de questions, c'est Svetlana qui demande quelles sont en fait les relations entre la Chine et la Russie et les éventuelles perspectives. Alors, il y a de ce côté-là, et puis il y a l'Afrique. Question aussi de Julien. Quelles sont, d'après toi, les stratégies chinoises avec l'un et avec l'autre à court, moyen et long terme? Oui, alors, en ce moment, entre Moscou et Pékin, c'est le grand amour, hein. C'est un moment, sur cet axe-là, tout passe. Alors déjà, par le passé, donc vous savez qu'il y a énormément de sanctions à l'encontre d'entreprises russes, mais aussi de difficultés des fois pour les Russes de pouvoir vendre aisément leurs hydrocarbures à travers la planète. Il y a eu un moment donné, notamment, où ils ne savaient plus vendre leur pétrole. Où est-ce qu'ils l'ont vendu? Ils l'ont vendu auprès des Chinois. C'était il y a quelques années d'ici. Il y a beaucoup d'activités sur le plan militaire. Il y a beaucoup de rencontres de très haut vol, donc c'est-à-dire ce sont des ministres chinois ou des ministres russes qui se rendent dans la capitale partenaire. Donc c'est vraiment en ce moment à court et moyen terme, la relation entre Moscou et Pékin est excellente, et c'est face à l'axe qui est en train de se réchauffer avec la sortie de Donald Trump de la Maison-Blanche, un axe entre Bruxelles et Washington qui se réchauffe énormément, qui était complètement congelé, si vous vous souvenez, durant les 4 années de Donald Trump. Maintenant, sur l'autre axe avec l'Afrique, donc là, on prend le continent de manière globale pour essayer de répondre à la question de Julien. C'est une amitié nouvelle, en fait, et assez récente entre l'Afrique et la Chine. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Chinois avaient besoin, dans deux sens. Tout d'abord, pouvoir distribuer et vendre et écouler beaucoup de Made in China, ces fameux parapluies, ces briquets et autres productions de basse et moyenne qualité. Donc là, c'était assez intéressant pour les Chinois, mais aussi aller chercher beaucoup d'hydrocarbures et de minerais importants dans la production. Donc en fait, c'est une relation là sur le long terme, depuis un certain temps, on est à plus de 20 ans. Et d'ailleurs, tous les 3 ans, il y a un sommet Chine-Afrique où quasiment tous les pays africains sont là. Il y a une bonne partie des aides offertes, aides financières, sous la forme de prêts, qui sont offertes par les Chinois, qui sont à taux 0%. Donc ça intéresse quand même pas mal de pays chinois. Par contre, peut-être qu'il pourrait se passer aussi l'exemple que je vous ai donné avec le Sri Lanka durant la conférence. Certains pays africains n'étant pas capables de rembourser, à ce moment-là, sont dans l'obligation, il faut lire les petits virgules et les alinéas dans les contrats qui ont été signés entre Pékin et certains pays africains, peut-être qu'ils doivent à ce moment-là mettre en location ou en sous-location des mines à ciel ouvert, des mines de cobalt, des mines de cuivre. Regardez comme le prix du cuivre est en train d'augmenter, ou le prix de certaines terres rares comme le graphène est en train d'augmenter, mais non pas de 3 ou 4 fois, mais bien en dizaines ou en centaines de pourcents. Donc là, il y a tout intérêt pour les Chinois, quand le pays arrive en défaut de paiement au niveau africain, de pouvoir avoir accès justement à des sites stratégiques. Mais là, on est sur le long terme, dans la relation d'amour ou de gentillesse, de win-win peut-être, mais un peu plus win-win pour les Chinois. Mais comme vous le voyez, les Chinois sont très bien placés. Même s'il y a un mur face à eux qui est entre Bruxelles et Washington, ils s'entendent très bien avec d'autres continents et d'autres puissances. Je crois que les prêts qu'ils font en Afrique sont gagés sur les matières premières d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup. En 2 mots,
quand on parle de la Chine, en fait, ça reste quand même un peu dictatural comme position. Je veux dire, c'est pas très démocratique. Donc, en fait, c'est qui? Alors, il y a des... Pardon, excuse-moi, Oui, je t'ai interrompu. merci. Non, 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 il y a une chose est claire, comme au Vietnam, c'est le parti unique, c'est le parti communiste. Et comme je le disais tout à l'heure, l'actuel président Xi Jinping a son nom inscrit dans la Constitution. Quand vous critiquez le président, on l'a vu avec différentes personnalités, même Jack Ma, le patron d'Alibaba, qui est quand même qui est un sacré poids lourd, a disparu des caméras, de vidéos YouTube qu'il faisait pendant quelques mois. On s'est posé de sérieuses questions. Donc, effectivement, c'est un régime assez dur. Si vous critiquez le Parti communiste, vous critiquez le président, vous critiquez le pays et vous vous mettez en porte-à-faux. C'est clair aussi que certaines provinces, le Xinjiang, Hamid sera là pour me le confirmer, c'est aussi la porte de sortie de la Chine pour la voie terrestre de la nouvelle route de la soie. Donc, les Chinois veulent absolument garder un contrôle total. C'est pour ça aussi qu'il y a un contrôle total sur les Ouïghours et sur cette province-là où il y a une minorité qui commence à devenir majoritaire musulmane. Pensez aussi au Tibet, le contrôle qu'ils gardent sur le Tibet. Donc, effectivement, les Chinois, vous devez quand même comprendre que la Chine, et donc le président et le Parti communiste doivent gérer un territoire énorme, avec des provinces qui sont complètement différentes. Si vous allez faire un tour au Xinjiang avec les Ouïghours, vous allez voir des personnes avec un visage totalement différent de ceux que vous retrouvez vers Shanghai et vers Beijing, donc, et idem vers Hong Kong. Donc, ce sont plusieurs Chines, et par le niveau de richesse, avec des paysans que vous retrouvez à quelques kilomètres de Shanghai, et vous croyez que vous êtes en fait, vous retournez 50 ans en arrière ou un siècle en arrière, mais c'est vrai qu'il y a une approche autoritaire qui est encore plus marquée avec la technologie. Parce que tout passe avec la reconnaissance faciale, tout passe. En fait, c'est une nation qui applique plus facilement des technologies, mais où en fait les questions sont beaucoup plus franches et élaborées de manière beaucoup plus franche. Vous êtes suivi, vous êtes pisté, vous utilisez la reconnaissance faciale, mais quand vous reprenez certaines crises qui ont eu lieu avec Facebook, avec les données, et notamment aussi avec des programmes qui existent déjà de reconnaissance faciale, Amazon en premier, qui l'a mis au point notamment pour la police de certaines localités aux États-Unis, vous vous dites quand même qu'aux États-Unis, c'est un peu la même chose, sauf qu'il y a une forme d'hypocrisie. Mais effectivement, la Chine, mais vous n'allez pas le ressentir quand vous vivez sur place. Enfin, Hamid le sait beaucoup mieux que moi parce qu'il a vécu. Vous n'êtes pas avec un magnum dans le dos à longueur de journée, mais n'allez pas brûler un manifeste de Xi Jinping où c'est un peu moins libre, effectivement, que dans nos contrées occidentales. Merci beaucoup. Et avant de donner la parole à Alexis, encore, il y a quand même, vous aviez l'air de dire, Hamid et Roberto, qu'il n'y a pas de conflit, que le Chinois n'est pas belliqueux. Mais alors, qu'est-ce qui se passe vers Taïwan et autour de la mer Hamid, vous voulez répondre? Ouais, c'est un peu compliqué. En fait, il faut comprendre que le mot unité du pays, c'est très, très important pour eux tous. Hein. C'est même les gens dans la rue que vous croisez, c'est les séparatistes, s'ils sont mis en prison ou exécutés, les gens de la rue, ça leur fait rien du tout. Ils sont très étonnés d'ailleurs du Brexit. Ils ne comprennent pas. Ils étaient très étonnés de la Yougoslavie d'éclater. Ils cherchent plus l'union que la séparation. Mais par contre, on peut parler politique en Chine, mais on ne peut pas critiquer le régime. Et ça, c'est un tabou. Donc, on ne peut pas rentrer dans surtout Xi Jinping. Avant, j'y étais pas. Hein, donc, Hu Jintao et les autres, je n'ai pas connu, mais on ne peut pas critiquer sans... Ouais, Jack Ma aurait dû le savoir. Il est né là-bas, il a grandi là-bas. Je n'ai pas très bien compris pourquoi il a réagi comme ça. Donc, c'est 95 millions de personnes dans le parti qui décident. Il y a des comités, etc. Sur 5 ans, un plan, le voilà. Et puis, on exécute. Et si on veut critiquer, ben, vous passez un mot à tel gouverneur et puis on le passe avec Pékin et puis ça sera décidé dans le prochain comité. Alors, juste sur Taïwan, peut-être? Pour Taïwan, ben, Taïwan, ça faisait partie de la Chine. C'est simple, hein, l'île faisait partie de la Chine et c'est quand
Mao et je ne me souviens plus comment il s'appelait l'opposant de Mao à l'époque, celui qui était appuyé par les États-Unis, quand il a été mis en exil, ben, il est parti à Taïwan, il a déclaré l'indépendance et il y a l'armée américaine qui l'a protégé. C'était en 1949. Donc, à partir de là, les Chinois considèrent que Taïwan fait partie de la Chine et devrait réintégrer. C'est pour ça que la fameuse expression « une Chine » est fondamentale pour eux. Une Chine veut dire en fait toute cette globalité de territoire, comme ils disent en anglais mainland China, donc toute la partie continentale, mais aussi certaines îles, l'île de Hainan, mais l'île de Taïwan, pour eux, ça fait partie de une Chine. Alors dès qu'il y a une autorité étrangère, comme Trump avait à un moment donné bafouillé en recevant des Taïwanais, ça avait créé de sérieuses frictions. Et pourquoi, en fait, ça crée des frictions Taïwan à l'heure actuelle? C'est parce qu'il y a beaucoup de frégates américaines, parce qu'il y a beaucoup de ventes d'armement américain à Taïwan. Et si vous regardez, en fait, la distance, je crois qu'il y a 120, 130 km entre la côte chinoise, où sont postés pas mal de missiles et de roquettes, et la côte taïwanaise. Merci beaucoup. Alexis avait levé la main depuis sa voiture, apparemment. Merci d'ouvrir le micro. Oui, alors bravo pour la présentation, très intéressante. Pour la question précédente de Roberto, moi j'aurais dit le communisme pour ce qui représente la Chine pour moi, personnellement. Et puis concernant, vous en avez rapidement parlé sur le problème actuellement justement du départ du virus. J'ai tendance à penser que ça pourrait mettre une petite épine dans le pied des Chinois pour la suite, parce que si on arrive à avérer, même si ça risque d'être très compliqué, mais j'ai pu voir dernièrement que la piste du laboratoire était de nouveau remise en avant. Et puis, on a Biden qui a officiellement lancé une enquête avec le FBI. Donc, je pense que c'est un peu aussi un moyen d'essayer de mettre la pression aux Chinois. Est-ce que pour eux, ça risque pas d'être compliqué d'avoir cette image, un peu d'avoir propagé ce virus à travers la planète et que ça risque pas de leur poser des problèmes par la suite dans leur développement économique? En fait, avec ce qui s'est passé depuis un an et ce virus, on a fini, surtout nous Européens, parce qu'on est champions du monde dans une certaine naïveté et innocence dans le cadre de nos relations internationales. Je sais que je parle à un auditoire suisse et je suis à Bruxelles, donc des fois j'ai un peu cette vision européenne, je m'en excuse, mais d'être un peu naïf face à la Chine et ce qui se passe depuis un an a cassé toute cette naïveté. Par rapport à leur attitude et à leurs attitudes, leur manière de faire. J'en parlais justement avec Madame la Présidente cette semaine-ci, où je lui expliquais que scientifiquement, il est tout à fait possible de savoir d'où c'est sorti si on met les bons scientifiques et qu'on leur donne toutes les données. Mais politiquement, je doute sérieusement qu'on arrive à savoir si c'est parti du laboratoire. C'est toute la différence. Maintenant, les Américains étaient complètement dans le bon face aux Chinois dans leur attitude peut-être un peu dure, parce que des fois, quand on travaille avec les Chinois, moi je me suis retrouvé pendant 2 mois et demi en Chine et je trouvais que les Chinois me traitaient assez durement. Mais en fait, un expatrié qui était là m'avait dit, voilà, ils travaillent comme ça. Je trouvais qu'ils étaient très rudes avec les expatriés. Mais en fait, il faut les traiter comme comme ils vous traitent. C'est pas méchant, c'est juste leur manière de faire et leur manière d'être. Il n'y a aucune méchanceté là-dedans. Et les Européens ont été, peut-être les Suisses aussi, ça je ne connais pas assez bien la politique suisse de ce côté-là, à l'égard de la Chine, mais ils ont été sur la pointe des pieds, ils n'ont pas osé, ils se sont dit c'est quand même un ogre économique, on y voit quand même un débouché énorme pour nos entreprises, les Allemands en premier avec l'automobile. Donc de ce côté-là, je reviens vraiment sur la question liée à la Chine. Je crois que la lune de miel et la naïveté, c'est fini. Je serais curieux de voir quand on va redémarrer le multilatéralisme, les rencontres internationales, hormis le seul lien qu'on a à l'heure actuelle sur tout ce qui est changement climatique, où vraiment là, on a un vrai dialogue continu entre Pékin, Bruxelles et Washington, ce qui est de bon augure. Mais pour les autres dossiers à l'heure actuelle, ça reste assez froid. Je serais curieux de voir d'ailleurs à Genève, dans quelques semaines, arrive la rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Donc, ces deux chefs d'État vont se retrouver tout près de vous. Je serais curieux de ce qui va en ressortir sur les tensions politiques et militaires dans certains endroits. Mais par rapport à la Chine, c'est l'âge de l'innocence et de la naïveté qui est complètement terminé. J'espère que les Européens seront un peu plus durs.
à l'égard de la Chine. Les Américains, eux, ils ont terminé, là, ils ont aiguisé leur griffe et ils ont une position assez claire et assez arrêtée. Et d'ailleurs, certains qui se posaient la question d'un changement d'attitude entre Trump et Biden, moi, ça m'a fait sourire. Je savais très, très bien qu'il allait y avoir une continuité, notamment sur les questions technologiques, qu'il allait y avoir une continuité pour essayer d'amoindrir comme on peut les Chinois. J'espère avoir répondu comme je peux avec le peu d'éléments que j'ai, Alexis, à votre question. Très bien, merci beaucoup, Roberto. Et puis, c'est aussi très frustrant pour des observateurs comme nous de ne plus pouvoir voyager parce que les voyages permettent la rencontre avec certains, en aparté, avec certains membres du Parti communiste quand je me déplaçais là-bas ou des gens en université. Alors, on est dans les amphithéâtres, on peut parler plus facilement. Et cette pandémie a coupé ce lien où on peut avoir un petit verre ou une vraie discussion et aller sentir ce qui se passe. Et je dois avouer que j'essaie de répondre avec le peu d'éléments que j'ai en main. C'est pour ça que j'espère avoir répondu comme je pouvais. Merci beaucoup, Roberto. Cette heure passe à chaque fois trop vite. J'ai vu par contre passer dans le chat par plusieurs intervenants disons des questionnements sur la crypto-monnaie. La Chine apparemment en aurait une étatique, puis d'un autre côté, elle les interdirait. Est-ce que tu as quelques éléments par rapport à ça? Mais en fait, les Chinois ne veulent pas perdre le. Donc, à chaque fois qu'il y a eu une révolution technologique, ils se sont rendus compte en fait qu'ils sont passés complètement à côté de la révolution Internet et autres. Et donc, ils veulent absolument être là à chacune des évolutions technologiques, intelligence artificielle, les révolutions des ordinateurs, notamment l'ordinateur quantique. Et donc, pour tout ce qui est crypto et surtout le yuan digital, donc en fait, c'est de la monnaie digitale, bien plus que de la crypto. Ils veulent garder la main et le contrôle sur la digitalisation de l'argent. Parce que si vous allez en Chine, vous vous rendez compte en fait qu'à l'heure actuelle, une bonne partie de l'économie, c'est ce qu'on appelle du shadow banking, donc de la banque d'ombre. Donc c'est du prêt assez amical, mais des fois avec des taux usuriers dans certaines conditions, parce que des Chinois ont beaucoup de difficultés de pouvoir emprunter, que ce soit pour acheter une maison ou même pour acheter un tracteur ou un bien mobilier ou immobilier. Et donc, ils veulent absolument garder le contrôle dans ce changement technologique connecté à leur monnaie, donc c'est-à-dire la monnaie digitale. On en parle aussi beaucoup à Francfort, au sein de la Banque centrale européenne. On parle de plus en plus, mais c'est une évocation. Ça n'est pas encore concrètement là, d'un euro digital. Donc, on ne parle pas de crypto-monnaie ici, c'est de l'utilisation de manière totalement digitale de cette monnaie-là. Et donc, peut-être d'arriver à terme de ne plus avoir le format papier ou le format de nos vieilles pièces en euros ou en francs suisses. Mais donc, ce serait plutôt une monnaie digitale qui permettrait donc de ne pas avoir de noir, de ne pas avoir de shadow banking, ou en tous les cas de diminuer le shadow banking, parce que ça représente énormément en fait dans l'économie chinoise. Et si ce château de cartes tombe, ça peut mettre à mal le reste de l'économie. Mais donc c'est plus la monnaie digitale, donc le yuan digital, et donc de permettre aux autorités centrales, on parlait du Parti communiste tout à l'heure, de garder un contrôle total sur les entrées, sur les sorties, sur les échanges. Je rappelle juste une dernière chose, beaucoup d'entreprises, on en parlait tout à l'heure avec Bérangère, beaucoup d'entreprises chinoises ont investi à l'étranger, puis à un moment donné, elles n'ont plus pu le faire. On l'a vu notamment avec des fonds d'investissement chinois ou des milliardaires chinois qui n'arrivaient plus à investir dans des clubs de foot italiens parce qu'en fait, les autorités chinoises, le Parti communiste avait décidé qu'on ferme le robinet et qu'on ne peut plus faire sortir autant d'argent du pays. Il faut garder pas mal de cash. En ayant une monnaie digitale, à ce moment-là, c'est un contrôle total de la part des autorités locales. Merci beaucoup. Est-ce que tu as l'impression, Roberto, peut-être en dernière question, à moins que quelqu'un veuille encore intervenir, que nous sommes à ce point envieux d'une sorte de système chinois que finalement on aimerait aller sur cette voie? Mais j'essaie de comprendre ta question. Envieux dans le sens un système qui fonctionne, où on peut programmer longtemps à l'avance et surtout sur des 10-15 ans, dans ce sens-là, tu veux dire? Oui, enfin, à nouveau, un contrôle de tout par un petit groupe, finalement, ça marche pas si mal. Oui, enfin,
Madame la Présidente, vous posez la question à un amoureux de la liberté comme moi. J'aurais quand même beaucoup de difficultés à vivre sur le moyen, sur le long terme en Chine, même si je trouve que leur culture ancestrale et même leur nourriture est délicieuse, sont délicieuses. Mais je dois vous l'avouer très sincèrement, ça leur convient aux personnes qui vivent sur place parce qu'elles ont ça dans l'ADN, elles ont été habituées. Ça fait partie, c'est comme quand vous allez au Vietnam et que vous avez à un moment donné une décision qui est prise à Hanoï et qui est appliquée tout le long en fait du pays et dans certaines sections locales du Parti communiste. Vous êtes habitué à ça, vous l'acceptez. Quand vous êtes un expatrié et que vous allez sur place, vous avez beaucoup de difficultés à le vivre dans un premier temps, et puis après vous rentrez dans le moule, et puis vous acceptez aussi de jouer un peu le jeu, et puis ça vous fait quand même pas mal de bien quand vous revenez sur le territoire occidental, que vous dites que vous avez quand même accès à une approche un peu plus réelle. Moi, en tous les cas, je ne les envie pas. Je suis très content que cette nation-là puisse augmenter son niveau dans le Made in China, donc d'avoir une montée en puissance, d'avoir une forme de rivalité, mais qu'elle soit technologique pour avoir une meilleure, une amélioration pour nous. Mais moi, je ne crois pas aux tensions parce que Hamid l'a dit tout à l'heure et je le pense profondément, ce n'est pas un pays belliqueux. Il fait peur avec la pandémie, il fait peur avec la rapidité et la démographie donc, avec laquelle il est intervenu sur la scène internationale, chose que je peux comprendre, mais il faut vraiment lire entre les lignes. Je ne suis pas un vendeur de bêtises, à parler de conflits qui pourraient avoir lieu. J'ai vu la question d'Éric Dorcel passer sur l'hypothétique invasion de Taïwan. Je dois avouer que j'ai vu un ancien général américain qui est passé sur la RTS il y a quelques jours, qui lui n'arrête pas de vendre tension et peur. C'est son fonds de commerce. Tant mieux pour lui, il passe dans la presse, c'est ses vendeurs. Moi, je ne crois pas du tout à des tensions entre en tout cas une invasion chinoise à Taïwan. Il y a une forme d'équilibre entre les deux entités qui restera, en tous les cas, tant qu'il y aura un dialogue avec Washington. Et je n'en vis pas nécessairement dans le cher Enza, la Chine ou les Chinois. Ils ont tout, ils vont très très bien, mais cette absence de liberté me fait assez peur. Surtout que chez eux, ça va s'accélérer. Les paiements se font majoritairement maintenant avec reconnaissance faciale. Donc, vous n'avez pas votre porte-monnaie avec vous, vous vous mettez face à… Donc, dans toutes les petites boutiques, même des toutes petites boutiques pour vendre, pour acheter du tabac ou de l'alcool, vous avez maintenant un petit iPad, enfin, c'est pas un iPad là-bas, et donc, il y a la reconnaissance faciale. Donc, mais eux sont habitués, l'ont accepté. Nous, on est dans une forme de société qui est totalement différente, beaucoup plus libre, avec des révolutions totalement différentes. Donc, voilà, vous me posez la question à quelqu'un qui adore sa liberté et qui donnerait tout pour la garder. Donc, c'est normal que je ne les envie pas. Merci beaucoup. Toute dernière remarque par rapport à Hong Kong, on n'en a pas beaucoup parlé, on ne les entend plus beaucoup. La situation reste telle quelle, mais c'est surtout, il faut voir de quelle manière les Chinois l'ont fait. Les Chinois n'ont pas eu peur d'être visibles dans leur marque de force pour aller réprimer ce qui se passait dans les rues à Hong Kong. C'était une manière de montrer aux autres provinces et aux autres puissances mondiales que s'il le faut, à un moment donné, les Chinois montreront leurs muscles. Parce que ils considèrent que Hong Kong leur a été rétrocédé, il fut un temps, et que les Hongkongais, qui sont beaucoup plus, quand vous allez à Hong Kong, vous vous rendez compte que c'est une autre Chine, même si maintenant elle appartient, depuis la rétrocession britannique, elle appartient clairement à la Chine. Je crois surtout que les Chinois ont envoyé un message clair. S'il y a d'autres formes d'activités, de soulèvements sociaux, pardon, dans d'autres provinces, elle montrera ses muscles, en tous les cas, le Parti communiste montrera ses muscles et interviendra directement dans les rues, qu'il y ait beaucoup d'activités sur les réseaux sociaux qui montraient justement la répression qu'ils pouvaient avoir. Les Chinois n'ont pas du tout eu peur de montrer dans les premiers jours, ça a été les 3-4 premiers jours, leurs muscles et comment est-ce qu'ils ont essayé d'écraser ces soulèvements sociaux. Merci beaucoup, Roberto. Peut-être on a dépassé le temps. Pardon de te garder aussi longtemps, mais avec plaisir. Tu es passionnant, le sujet est passionnant. Peut-être si tu avais une mini-conclusion, évidemment, on ne peut pas conclure un sujet comme celui-ci. On pourra y revenir peut-être dans quelques temps, voir un peu comment ça évolue. Je crois que
Certaines choses ont été dites, notamment de ne pas avoir peur, comprendre comment ils sont rentrés dans le cercle des grandes puissances, comprendre aussi l'histoire. Je garde avec moi, je l'avais gardé avec moi, à certains qui voudraient lire le bouquin d'Henry Kissinger de la Chine, lisez-le avec plaisir. Ça se lit comme un roman historique. Bon, il faut se le taper parce que c'est quand même des centaines de pages, mais en fait, la Chine vaut la peine d'être connue. Euh, c'est clair qu'on vit, on sort d'une année de grandes tensions, de grandes peurs et de grands secrets liés au labo à Wuhan et autres, mais la Chine vaut la peine d'être connue, d'être découverte. Il faut aussi accepter culturellement, je le disais tout à l'heure, Hamid l'a confirmé en opinant du chef, c'est très dur de travailler avec eux. Ça va être coup d'épaule sur coup d'épaule et vous allez vous faire traiter des fois de manière assez dure, même en parole, mais c'est leur manière de faire. C'est tout le contraire d'un japonais, dans sa délicatesse. Mais c'est comme ça. Il faut l'accepter. Donc, c'est culturellement. Mais ils ont aussi beaucoup de bonnes choses. Le chinois est très, très bon quand vous rentrez dans son cercle. Et puis, il y a un noyau fondamental chez eux, c'est la famille. C'est très, très important. Donc, ils sont très liés aux origines de Confucius. Donc, la famille, les grandes valeurs, le respect aussi. Donc, la loyauté, il y a des choses, le respect de la personne plus âgée. Donc, le yin et le yang, donc l'équilibre même de la société dont parlait Amine. Je crois qu'il faut avoir moins peur de la Chine et avoir le courage de la découvrir. Même minimum avec un simple petit documentaire sur YouTube, hein, pas nécessairement obligé de lire le bouquin d'Henry Kissinger, mais de ne pas avoir trop peur de la Chine. Elle peut faire peur, mais je renvoie vraiment à ce qui se passe aux États-Unis et ce qui s'est passé avec Facebook. Avoir peur de la Chine, c'est peut-être une chose, mais quand on voit comment on peut être pisté du côté américain avec pas mal de, même avec Zoom, qui est une entreprise américaine, je serais curieux de voir ce qu'on se dit sur Zoom, où ça passe, comment c'est gardé, comment est-ce qu'on est pisté et comment est-ce que mon visage n'a pas été peut-être détecté et utilisé pour des activités de données ou de reprise de données pour des reconnaissances faciales. J'en sais strictement rien parce que en rentrant dans cette rencontre Zoom, j'ai mis OK pour rentrer. Peut-être que j'ai marqué mon accord pour la prise de mes données. Donc ça aussi, c'est une question sur laquelle, Elsa, il faut peut-être avoir l'honnêteté d'en parler à un moment donné. Mais voilà, c'est tout un autre débat. Merci beaucoup, Roberto. Je vous demande d'ouvrir les micros pour un chaleureux applaudissement pour ce moment exquis de connaissance. Merci beaucoup. Merci, Roberto. Super. Et pensons quand même que dans les doubles mots des significations chinoises, le mot crise veut dire opportunité. Et c'est ce qu'on vous souhaite en ce moment à toutes et à tous. L'enregistrement, ça se termine maintenant avec un bel applaudissement pour Julien